11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Et en cette journée de deuil, y aura-t-il la composition du nouveau gouvernement? Y aura-t-il un gouvernement avant Noël, comme l'espérait François Bayrou la semaine dernière? Aucune annonce n'aura lieu avant 18h, puisque ça c'est Arthur Delaborde, bonjour. Bonjour à tous. J'adore quand on nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire que l'Élysée a dit la journée nationale de deuil s'arrête à 18h, donc c'est une demi-journée nationale. Donc tout ça parce qu'il ne voulait pas annoncer lors d'une journée de deuil le gouvernement. Oui, c'est une sorte de délai de décence, voilà. On nous explique. Le temps que les commémorations, que les minutes de silence se passent, il ne faut pas qu'il y ait d'annonce politique majeure. Bon, est-ce que ce sera ce soir, à votre avis? Sans doute. Sans doute, puisque François Bayrou avait promis un gouvernement avant Noël, avant même le réveillon, avait-il précisé sur France 2. Donc on y est. S'il l'annonce pas ce soir, ça paraît quand même compliqué de le faire demain, mais tout est possible. Bon, on va être avec François-Olivier Gisbert qui va nous donner son analyse, mais peut-être que vous avez sinon des pronostics à nous donner, des tendances à nous donner. Bon, les tendances fortes, on les connaît. Monsieur Retailleau, a priori, serait au ministère de l'Intérieur. Est-ce que d'abord, là, il y avait une réunion, je crois, ce matin des Républicains? Alors finalement, elle a été reportée. Elle n'a pas encore eu lieu, selon les dernières informations. Et pourquoi ? En revanche, alors ça, on n'a pas de précision. C'est peut-être aussi le délai de décence. Mais ce qui est certain, c'est que François Bayrou a répondu à certaines exigences des Républicains. Vous savez que Laurent Wauquiez a expliqué samedi soir qu'il était intéressé par Bercy. Il voulait en fait un grand ministère, un grand périmètre, comprenant à la fois l'économie et les finances, ce qui lui a été refusé par François Bayrou. Et c'est pour ça qu'il a refusé d'entrer au gouvernement. Il a donc aussi conditionné... Pourquoi est-ce que ce poste lui a été refusé ? Alors ça, faudrait poser la question à François Bayrou, mais François Bayrou a considéré qu'il fallait distinguer le ministre des Comptes publics de celui de l'économie, et il ne voulait pas que Laurent Wauquiez ait un périmètre aussi large, manifestement. Mais est-ce que c'est un signal qui est envoyé à une hausse d'impôts possible, puisqu'on sait que les Républicains ne souhaitent pas de hausse d'impôts, et s'il y avait eu évidemment Laurent Wauquiez à Bercy, c'était une manière de dire il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et ne pas le nommer, c'est peut-être penser le contraire. Alors c'est en tout cas ce qu'a expliqué Laurent Wauquiez, qu'il n'avait pas eu de garantie sur ce point-là. Il semble, dans le courrier envoyé par François Bayrou, qui donne quand même plus de garanties en ce sens. Donc manifestement... Il y a un courrier qui a été envoyé, parce que les Républicains demandaient, et ça c'est important, que les choses soient écrites noir sur blanc. Chacun se méfie. La parole, manifestement, ne vaut pas grand-chose en politique. Exactement. Ce courrier, en tout cas, a été envoyé, destiné à rassurer donc les Républicains, surtout les députés, puisque les sénateurs, il faut le rappeler, eux, ont validé le principe d'entrée au gouvernement samedi. Ce ne sont que les députés qui ont encore leur mot à dire sous la houlette de Laurent Wauquiez. Il y a certainement aussi une question d'équilibre aussi. On sait que les macronistes poussaient en particulier pour conserver Bercy. Est-ce que ça sera le cas ou non, ça c'est difficile à dire puisque les arbitrages ne sont pas finalisés. En tout cas, oui, l'architecture gouvernementale globale, elle, est connue. Ça va plutôt pencher au centre droite, saupoudrer un peu de gauche. C'est l'équation depuis le scrutin, elle n'a pas changé. C'est une sorte de Barnier 2. François-Olivier Gisbert est là et avant la pause, je voulais le saluer. Bonjour François-Olivier. Bonjour Pascal. Vous êtes un grand spécialiste de la 5e, mais vous allez devoir revoir vos fiches parce qu'on est en pleine 4e République. Et ce qui m'amuse, c'est que, vous savez, les seuls contents de cette période, parce que les Français, je suis pas sûr qu'ils le savent, qu'ils soient très contents, les politiques, j'en sais rien, ce sont les journalistes. Ils s'en foutent un peu, hein. C'est les journalistes. Et les journalistes, ils sont contents comme tout. Et les images d'archives qu'on voyait avant, avec ces journalistes qui faisaient le pied de grue à l'Élysée en noir et blanc, ils sont contents, les journalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des infos, ou des mini-scoops, ou des fausses infos, des petites rumeurs, et puis ça mouline, et puis je vois bien en termes d'audience, les chaînes infos marchent bien, parce qu'il y a un petit peu de suspense. Donc voilà, alors la France coule, mais ça intéresse le microcosme, François-Olivier. Oui, alors je pense que ça intéresse plus le microcosme que les Français, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Moi, je suis frappé parce que je vois pas mal de monde. C'est les fêtes, je fais les courses, on parle beaucoup quand on fait la queue. Et j'ai remarqué quand même qu'il y a pratiquement pas de questions sur le gouvernement. Ce qui les intéresse, c'est plutôt la situation économique. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir ? Là, beaucoup d'inquiétudes ou même, c'est vrai que
l'affaire de Mayotte a fait beaucoup parler. Là, c'est sûr que ça passe un peu inaperçu. Vous savez que ça ressemble un peu, moi, à ces histoires qu'on nous racontait autrefois sur les monarchies. Vous aviez le peuple qui attendait la naissance du divin enfant, du petit héritier, et en fait, tout le monde s'en foutait un peu. Je crois que c'est un peu ça, oui. Bon, il est 11h12. On marque une pause. Vous avez peut-être des questions à poser à Franz Olivier. Vous êtes peut-être comme ces gens qui l'abordent dans la rue et qui lui disent « Est-ce qu'on va s'en sortir, Monsieur Gisbert ?» Il va vous répondre dans une seconde. Et Arthur Delaborde reste bien sûr avec nous. À tout de suite. Même pendant les vacances de Noël, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. 11h14, le nouveau gouvernement, à 23 décembre, c'est inédit. On est avec Franz-Olivier Gisbert. Quelle est votre analyse que vous faites sur la marge de manœuvre possible de François Bayrou ? Je disais tout à l'heure que c'est la même équation, Franz-Olivier, que à l'issue du résultat du mois de juin. C'est-à-dire que LR plus Bloc central avec neutralité du Rassemblement national et en dehors de cette équation, point de salut. Oui, mais c'est la même histoire. Il n'y a pas de majorité. Il y a trois blocs qui sont d'égale importance, c'est-à-dire le RN d'un côté, le NFP et puis ce qu'on appelle l'espèce de bloc central avec LR et puis tous les macronistes. Et tout ça ne fait pas une majorité. Donc, je pense que, en fait, Bayrou se retrouve dans la situation de Barnier, quoi. Et c'est absolument ingérable. C'est-à-dire, après, il faut tenir au jour le jour. Chaque semaine de gagner, c'est bon. Ce qui est pris, mais il y a pas de perspective. C'est-à-dire, c'est intéressant d'ailleurs l'espèce de débat qu'il y a eu avec Laurent Wauquiez, qui voulait des garanties sur le redressement des finances, sur la simplification administrative, sur l'ordre et la sécurité. Mais en fait, je pense que Bayrou ne pourra pas vraiment gouverner. Quand vous n'avez pas de majorité, vous ne pouvez pas gouverner. Mais il peut gouverner à droite quand même. C'est-à-dire que il peut gouverner à droite. Quand je parle de la neutralité du RN, il peut exister des lois ou en tout cas des prises de position qui sont partagées d'abord par une majorité de Français, qui sont partagées également par le RN et qui ne nous emmèneraient pas à la censure. L'AMU, par exemple, en est un exemple. Une loi sur l'immigration en est un autre exemple. Non, mais vous avez raison. Mais en même temps, faut faire très attention parce que s'il essaye d'avoir les voix RN, et il le fera bien entendu puisqu'il sera obligé, comme l'était Barnier. Mais à un moment donné, s'il va un petit peu trop de ce côté-là, par exemple une loi, il peut avoir un problème avec l'aile gauche de la Macronie, qui est quand même relativement importante, et perdre du coup sa majorité et tomber sous le coup d'une motion de censure. Donc en fait, c'est un numéro d'équilibrisme et qui est un peu triste, parce que c'est ça en fait qui est triste dans toute cette histoire, et c'est même tragique, c'est que voilà, on en est là à parler de ça, mais qui a pas, on n'est pas du tout sur le fond. Et le fond, c'est que il faut s'occuper vite de la France, redresser les finances publiques. C'est vrai aussi que l'histoire de la simplification administrative, quand on voit l'accumulation des normes au cours des dernières années, et la France qui est déjà championne du monde en matière de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts, des taxes, championne du monde, enfin ou presque, en matière de dépenses publiques, en tout cas parmi les pays développés, la France est aussi presque quasiment championne du monde en matière de normes, enfin très loin au-dessus de la plupart de ses partenaires européens, et je ne parle pas des États-Unis, quoi. C'est-à-dire on fabrique des normes, et les normes ça coûte cher. Puisque les entreprises, on le voit en ce moment dans l'industrie de l'automobile, on a mis tellement de normes sur cette pauvre industrie de l'automobile qu'aujourd'hui, elle a du mal, elle souffre. Franz-Olivier Gisbert est avec nous et je voulais vous faire réagir également sur quelque chose qui est souvent lu davantage par le microcosme que par le grand public, mais qui est quand même intéressant. Le journal Le Monde a publié 4 grands articles sur Emmanuel Macron et sa manière de fonctionner. Et c'est vrai que c'est souvent à partir de confidences, à partir de propos qui sont off, à partir de propos également qui sont dits dans des réunions et qui sont rapportés par des témoins et qui l'ont été à nos 3 consoeurs, puisque ce sont 3 jeunes femmes qui écrivent, Raphaël Baquet,
Ivan Trappentrack, je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs, et Ariane Chemin. Et ce qui est intéressant dans ces papiers, c'est de voir un président de la République qui dit des choses en privé qu'il ne dit peut-être pas lorsqu'il est à l'antenne ou lorsqu'il prend la parole officiellement. Je voulais d'abord savoir ce portrait qui est dessiné du président de la République, inconséquent, en vase clos, avec des conseillers omniprésents et je le répète, un grand écart entre ce qui est dit dans des réunions et puis ce qui est dit lorsqu'on prend la parole officiellement. Je voulais avoir votre regard là-dessus, même si je sais que tous nos auditeurs n'ont pas lu, évidemment, ces 4 papiers du Monde, même si je sais, je le disais ce matin, qu'une fois qu'on a passé le périphérique, je suis pas sûr que ça passionne la France entière, ce qui est dit là, sinon que ça dessine quand même le portrait de celui qui gouverne la France, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Bah écoutez, je l'ai pas lu. Ah, bon. Je l'ai pas lu et bon, je me suis fait raconter, bien entendu. C'est vrai que je lis pas toujours Le Monde, hein, c'est clair. J'ai d'ailleurs dit dans mon livre la tragédie française, je lisais pas Le Monde parce que ça m'énervait. Bon, là, ce sont des consoeurs qui ont beaucoup de talent, mais j'ai une petite gêne. Vous savez, moi, on m'avait beaucoup attaqué. D'ailleurs, je crois peut-être ces consoeurs-là, d'ailleurs, quand j'avais sorti un livre qui a eu beaucoup de succès, sans doute pour ça que j'étais très attaqué. La tragédie du président, c'est un livre sur Chirac, où je faisais parler Chirac, je rapportais des propos qui m'avaient tenu en off the record, comme on dit. Bon, ces gens-là, d'ailleurs, ne savaient pas très bien ce que ça veut dire, le off the record. C'est des propos que la personne vous dit, que vous avez le droit de publier, mais pas forcément tout de suite. C'est vous qui choisissez le moment. Si vous vous trompez de moment, et ben à ce moment-là, la personne ne vous parle plus jamais. Bon, moi, après, Chirac m'a parlé, donc je pense qu'il était plutôt choqué, non pas par les propos attribués que je lui faisais tenir, mais je pense qu'il était très choqué plutôt par le ton général du livre, qui n'était pas, c'est vrai, globalement très sympathique pour sa présidence. C'est clair, c'était ça plutôt le reproche qu'il avait. Mais là, on n'est pas dans le off the record, c'est-à-dire que c'est des propos de table presque. C'est-à-dire que moi, je vois bien les choses qui lui sont dites. Par exemple, quand Emmanuel Macron dit dans une gare, il dit à propos d'une gare, vous savez, on croise dans les gares des gens qui ne sont rien, ça c'est un propos public. Je trouve ça un propos absolument scandaleux. Après, de dire des bêtises dans des réunions, je veux dire, on le fait tous, vous devez le faire, Pascal, moi je l'ai fait souvent. Mais bien sûr, des choses qu'on dit qui n'ont pas d'importance et qui ne sont pas, comment dire... Donc on ne peut pas l'attaquer là-dessus. Et on ne peut pas instrumentaliser ses propos, me semble-t-il. Oui. Et leur donner un sens qu'ils n'ont pas. Voilà, c'est-à-dire c'est des choses souvent, j'imagine, enfin, vous savez, moi je suis pas macroniste, hein, je pense pour quelqu'un de macroniste, mais là j'ai envie de le défendre parce que c'est des métiers, enfin un métier comme le sien, c'est vrai aussi dans les nôtres, chacun à sa façon, tout le monde a du stress. Bon, c'est une façon de déstresser, de rigoler, mais on peut pas prendre ça au premier degré. Mais c'est pas vrai, enfin faut l'expliquer. Non mais je suis d'accord avec vous. Alors Franz-Olivier, je vous propose, parce que des auditeurs ont toujours envie de vous interroger lorsque vous êtes à l'antenne, c'est le cas de Marie-Christiane. Bonjour Marie-Christiane. Bonjour Pascal, bonjour Monsieur Gisbert. Vous appelez d'où, Marie-Christiane? De Marseille. Ah bah vous êtes voisine. Vous habitez où dans Marseille? J'habite dans le 8e près des plages. Et vous, vous êtes de quel côté, Franz-Olivier? Je suis à Saint-Victor, je suis pas très loin. Très loin des plages. Et j'ai travaillé 30 ans dans la presse quotidienne marseillaise. Ah, vous étiez où, Méridional, au Provençal? J'étais à la Provence quand il n'y a plus que la Provence. Oui. Et bien évidemment, j'ai connu la grande période du Provençal et du Méridional et j'étais au Méridional. Et vous étiez journaliste? Oui, absolument, monsieur. Eh bien, chère consoeur, ça me fait plaisir de vous avoir. C'est bien. Mais moi de même, surtout que c'est pas la première fois, nous nous sommes déjà parlé. Carte de presse numéro combien? Ah, j'allais vous le dire, je suis dans les 50 000. 50 000, moi je suis 60 677. Ah, c'est normal. Et vous êtes de combien, Franz? Oh non, moi je vais pas le dire parce que c'est horrible, moi je suis dans les 30 000. Non. C'est atroce, c'est 30... Oui, je suis dans les 30 000. Mais rassurez-vous, le SNJ m'a retiré la carte, la commission de la carte. C'est pas vrai. Parce que, mais je pense mal, c'est normal. Non, mais c'est une honte. Ça, vous savez, le SNJ, c'est comme ça. Vous savez, non, mais c'est une honte. C'est aussi la carte de presse. Alors, faut expliquer aux gens que la carte de presse est donnée si 100% de ses activités
salariés. Non, salariés. Plus de 50%. Plus de 50% sont salariés. Mais si vous êtes, par exemple, journaliste et que vous faites payer en facture, eh bien, vous n'avez pas de carte de presse. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous parliez de normes tout à l'heure et on y est. Qui contestera que Franz Olivier Gisbert soit journaliste? Oui, Marie-Christiane, c'est un syndicat politique. Une question, Marie-Christiane. Dès lors où je suis partie, j'ai pris la clause de cession en 2008 quand Bernard Tapie est arrivé. Donc moi non plus, je n'ai plus la carte de presse. Voilà, quoi. Bon, vous aviez une question à poser ou une analyse à proposer? Non, moi simplement, je constate que depuis 6 mois, on patauge dans la semoule et que le deuil pour Mayotte, il a bon dos, quoi. Ça veut dire qu'à 18h01, on aura le nouveau gouvernement. Bien sûr que non. Je suis même pas sûre qu'on l'ait aujourd'hui, moi. Hein. Parce que c'est tellement compliqué, quoi. Entre Wauquiez qui fait le caprice, qui veut Bercy, Retailleau qui pose des conditions un peu compliquées, donc pas il a raison, vous êtes marrante. Si vous rentrez dans un gouvernement... Vous savez quelle est ma liste idéale, Pascal? Non. C'est Philippe de Villiers, Thibault de Montbrial, Éric Ciotti, David Lisnard et François-Xavier Bellamy. Ils sont un peu trop à gauche. Tous ces gens-là sont un peu trop à gauche. Je trouve que c'est une ligne un peu limite gauchiste. C'est le méridional qui détient sur moi. Non, mais je peux trouver logique que Bruno Retailleau... Les gens se méfient peut-être de François Bayrou. D'abord, votre avis sur François Bayrou, vous qui le connaissez depuis longtemps, et sa personnalité. Je dis que c'est un homme de la 4e qui est perdu dans la 5e. C'est un homme de compromis, et dans le compromis, parfois, il y a trahison. Ouais, et je le vois pas trop comme un homme de compromis, mais bon, il est obligé d'en faire aujourd'hui, c'est clair. Mais c'est un centriste, vous savez, mais il se revendiquait un peu du centrisme révolutionnaire, vous voyez, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc, non, je dirais que la différence qu'il y a entre François Bayrou et la classe politique actuelle, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé, ce qui est assez rare. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez Retailleau, vous avez Wauquiez, vous en avez quelques-uns quand même, mais c'est quelqu'un de très très cultivé et je veux dire de profond. Après, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il était un peu en dehors des affaires, mais il y a des convictions fortes. Par exemple, l'histoire pour laquelle il a été très attaqué, l'histoire de Pau, ça c'est typiquement lui, c'est-à-dire attaché vraiment à sa ville, la région, les territoires, etc. Il croit à ça, c'est-à-dire ça fait partie des gens, vous savez, qui porte haut tout ce que Christophe Guilluy, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui a écrit un livre vraiment prophétique avant les Gilets jaunes, qui s'appelait La France périphérique. Il croit que cette France-là aussi, il faut l'écouter, elle doit exister. Donc j'ai quand même, il fait partie de la classe, d'une partie de la classe politique qu'on peut respecter. Voilà. On marque une pause. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. On marque une pause parce qu'à 11h30 il y aura évidemment les infos. C'est quand même Noël et vous êtes d'une région où peut-être avez-vous croisé l'homme qui a vu l'homme. h 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Et on est avec Arthur Delaborde, journaliste du service politique d'Europe 1. On est avec Franz-Olivier Gisbert, que vous connaissez. Je vous propose d'écouter ce matin Carl Olive, député Ensemble pour la majorité, qui était l'invité de Thomas Bonnet sur Europe 1 et sur CNews. En cette période de fête, qu'on arrête un tout petit peu de les emmerder. C'est ça que les Français souhaitent. Sur le terrain, je vais vous dire, on n'entend pas parler de la présidentielle. On n'entend même pas parler, je vais vous dire, du casting du gouvernement. Donc les Français, si on peut leur lâcher un petit peu les baskets, c'est bien aussi. Oui, mais j'entends ce que dit Carl Olive, et Franz disait la même chose, mais il n'empêche qu'il y a une équation nouvelle. C'est le 4e gouvernement, ça sera le 4e Premier ministre, c'est le 4e Premier ministre sous la 5e République de l'année. Ce n'est jamais arrivé sous la 5e, Franz Olivier. Mais que faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme vous avez un président de la République qui ne démissionne pas, que vous n'avez pas de majorité relative, votre analyse, votre prospective, ça va aller jusqu'au bout? Non, il y a évidemment des doutes, on ne sait pas. Puis de toute façon, on est rentré dans une période extrêmement compliquée. Et je veux dire, ça ne sera pas forcément la politique d'ailleurs qui peut créer des chamboulements. On n'est pas à l'abri, disons, d'une
d'une crise financière à un moment donné. Simplement, la crise financière, elle vient toujours un peu plus tard qu'on le croit. Ça peut être, disons, à l'automne prochain, ça peut être avant, ça peut être dans un an. De toute façon, c'est sûr que si on continue à ne rien faire, à un moment donné, les marchés financiers vont commencer à faire la danse du scalp autour de la France. Mais c'est absolument évident, puisque nous sommes aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte, un des moutons noirs de l'Europe sur le plan de la gestion. Mais il y a aussi tous les autres problèmes qui se posent. Vous voyez très bien, il y a une espèce d'affaissement général, l'éducation, enfin l'immigration sans contrôle, tout ce genre de choses, évidemment, font qu'il y a un climat très particulier. Je suis d'accord avec vous, mais on va être très pessimiste. Une sorte de gravité dans le pays. Oui, mais l'histoire de la politique, c'est que ce n'est que l'écume des choses. Ce qu'il faut attendre, il y a un très mauvais moment à passer, en fait, et ce sera jusqu'à la dissolution prochaine, parce que quand le président dit qu'il ne va pas dissoudre, personne ne peut le croire. Évidemment, la dissolution, elle interviendra tout de suite, dès que ce sera possible, c'est-à-dire l'été prochain, avec des législatives en septembre. Et donc, là, nous avons encore de nombreux mois pour rien. Et je veux dire, là, on est dans l'attente du gouvernement Bayrou, et puis, vous en faites pas, dans quelques mois, il y aura l'attente pour un autre gouvernement. Et puis, il y a eu 4 premiers ministres en 2024. Je ne sais pas combien il y en aura en 2025. Peut-être qu'il y en aura plus. Voilà. Et je pense que cette histoire d'attente aujourd'hui, si vous voulez, elle n'a pas grand sens. D'ailleurs, il y a une petite pépite dans la presse. Ce matin, c'est dans le Figaro, j'ai trouvé ça. C'est une citation de Maurice Blanchot, le philosophe Maurice Blanchot, qui écrit dans son livre L'attente l'oubli. L'attente commence quand il n'y a rien à attendre, ni même la fin de l'attente. L'attente ignore et détruit ce qu'elle attend. L'attente n'attend rien. Et c'est vrai que les Français, je pense qu'ils n'attendent pas tellement ce qui va se passer ce soir. Oui, alors c'est paradoxal parce qu'ils attendent quand même des mesures fortes, notamment sur la migration et la sécurité. Ils en ont eu un début avec Bruno Retailleau. Donc c'est pour ça qu'ils attendent aussi un pouvoir. Ils attendent aussi un pouvoir d'achat qui soit plus élevé. Ils attendent. Il y a des attentes dans la société française. Oui, mais je suis d'accord. Il y a d'énormes attentes. Mais je suis d'accord avec vous, Pascal. Le seul problème qu'il y a, c'est quand il n'y a pas de majorité, c'est très difficile de gouverner et de prendre des mesures. Voilà, c'est tout. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et que jusqu'en septembre, jusqu'aux prochaines législatives, je ne sais pas trop ce que les gouvernements qui vont se succéder pourront faire. Alors restez bien sûr avec nous. Il y a également Renaud ce matin dans Le Parisien. C'est pas Maurice Blanchot, mais Renaud qui a dit les politiques m'ont dégoûté. Pourquoi souriez-vous, Olivier Guénec? Ah non, je ne souris pas du tout. Non, pardon, non. C'est parce que Maurice Blanchot, tous ces livres que vous avez lus, peut-être vous y ajoutez quelque chose. Non, mais après je m'entretiendrai peut-être en privé avec François Olivier pour le corriger sur quelques petites choses. Oui, parce qu'avec Maurice Blanchot, ça va peut-être être plus difficile. Donc là, ce qu'a dit Renaud dans Le Parisien, et puis on voulait être avec Olivier, qui est transporteur à Calais. Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Merci, vous écoutez François-Olivier Gisbert. Moi, je n'aime pas lorsqu'on tombe, alors je suis le premier de temps en temps à le faire, de dire voilà, on ne croit plus aux politiques, on ne croit plus en rien, on s'en fiche de ces gouvernements, il n'y a pas d'attente. C'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, je le dis, les chaînes d'information continuent, tu t'aperçois que dans cette période-là, elles sont plutôt écoutées, donc manifestement, les uns et les autres ont quand même envie d'avoir des informations sur le futur gouvernement. Mais quel est votre sentiment, Olivier ? Alors moi, deux choses. Pour moi, François Bayrou est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Il était avant-gardiste. Il avait fait le projet en 2007 de réunir tout le monde. Il était vachement avant-gardiste. Il avait fait 18%. Il était arrivé 3e. Ce qu'a conclu Emmanuel Macron en 2017. Il essaye de refaire ça. Mais ce qui me dégoûte, c'est que chaque parti politique, et je dis bien tous, veulent garder leur place ou visent un Marocain ou certainement voient le jour d'après, c'est-à-dire 2027, les élections présidentielles, sans se soucier aucunement des problèmes quotidiens des Français et surtout du grand malheur, ce qui se passe à Mayotte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et non, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant que je voulais faire valider ou pas, d'ailleurs, par François-Olivier Gisbert. Vous avez dit que M. Bayrou était avant-gardiste, qu'il avait fait 18%. La ligne des centristes, est-ce que depuis Jean-Luc Canoët, depuis Michel Jobert était centriste et également, cette ligne centriste, un coup à gauche, un coup à droite, et de ça, qui est très difficile d'ailleurs à
à expertiser, à définir. Est-ce que vous diriez que Bayrou est avant-gardiste ? Oui, tout à fait, parce que... Non, c'était à Franz Olivier, en fait, que je posais la question, mais je voulais à son avis, et puis après, vous pourrez répondre aussi, puisque vous avez dit avant-gardiste. Et ça m'intéressait, puisque Franz est le grand spécialiste de la Ve République. C'est un politique à l'ancienne, ça c'est évident. C'est pas vraiment avant-gardiste, ça. Ah non, mais attendez. Oui, mais en même temps, on peut pas dire qu'il n'a pas vu juste sur toute une série de sujets. C'est-à-dire, notamment sur la gestion des finances publiques, sur la dette, ça fait quand même très longtemps qu'il alerte. C'était peut-être un des premiers politiques à en parler avec Valérie Pécresse. Souvenez-vous, dans la campagne présidentielle, dès la campagne présidentielle d'ailleurs de 2012. Enfin, c'est quelqu'un qui a, enfin, on peut pas dire qu'il n'avait pas parfois un peu d'avance. Alors, le problème, simplement, l'équation, c'est toujours la même chose. C'est, on est face, je crois qu'il faut toujours répéter ça, mais tous les Français en ont conscience, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Donc là, c'est du bricolage, de toute façon. Mais je pense que ce qu'il peut faire, François Bayrou, et je le souhaite, et j'espère qu'il le fera, et il peut le faire. Michel Barnier aurait pu le faire. D'ailleurs, il avait dit qu'il allait le faire, il l'a pas fait. Mais il faut dire la vérité aux Français. Commencer à les préparer, parce qu'il faudra prendre des mesures. L'histoire donc quand on pense qu'il y a une grande partie de la population qui pense qu'on peut prendre la retraite à 60 ans, mais je veux dire, ils n'ont pas regardé les finances publiques. Ils n'ont pas regardé ils n'ont même pas observé que la France s'endette. Mais chaque année énormément pour payer les déficits de retraite, notamment les retraites des fonctionnaires. On ne peut pas continuer ce système-là. Il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse. Et ça, il y a quelqu'un, disons, il a la voix pour ça, François Bayrou, parce que ce sont des choses qu'il a dites dans le passé. C'est vrai qu'il peut les dire aujourd'hui. Un pays ne peut pas dépenser plus qu'il ne produit. La France ne produit pas assez. Oui, j'entends. Elle travaille plus. La France aussi, il faut qu'elle travaille plus. Il faut avoir le courage de dire des choses comme ça. Oui, il faut, bien sûr. Le pays développé, l'un des pays développés qui travaille le moins. Mais je suis d'accord avec vous, mais on a... En heure annuelle par habitant, on est dernier, juste devant la Finlande. Mais ce n'est pas possible. Mais j'entends bien, mais tout ça, on le sait, et à ce moment-là, vous n'accusez pas vous n'accusez pas ceux qui sont les premiers responsables de tout ça, c'est les Français. Parce que c'est bien beau d'attaquer les politiques, mais ceux qui ont eu du courage sous la Ve République, je pense à Raymond Barre, je pense à Édouard Balladur, eh bien ils sont restés à quai. Parce que les Français ne veulent pas entendre ça. Michel Rocard. Non, Michel Rocard aussi. Et ils ne veulent pas entendre ça. Les Français, ils veulent entendre « on rase gratis ». Et ça, vous ne voulez pas mettre l'accusation, porter le fer sur les Français. Les Français sont des veaux. Voilà ce que disait le général. Non, je suis en désaccord. Je vais vous dire pourquoi. Ça va. Parce que quand on a des politiques... Vous avez peur, c'est vos lecteurs, c'est pour ça. Non, pas du tout. Quand vous avez des personnalités politiques qui font de la pédagogie, vous avez cité le nom de Raymond Barre. Qui en a fait très bien. Il y a eu aussi Michel Rocard. Alors, écoutez, moi je vous ai lu. Les Français, ils sont capables d'écouter. Ils sont capables d'écouter. Regardez, vous n'êtes pas capable d'écouter. Raymond Barre mais attendez, juste Raymond Barre avec un discours de rigueur. Il a quand même fait gagner les législatives de 1978 à Giscard. C'est une réalité. Cher Franz Olivier, je vous ai lu et de mémoire, vous rapportez que Raymond Barre avait prévu une communication auprès des Français, que Giscard lui a dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça parce que et lui disait la vérité. C'est tout le problème de dire la vérité. C'est ça qui est difficile. Bon, Arthur Delaborde, vous nous avez pas renseigné beaucoup quand même sur on n'a pas beaucoup d'informations. Non, mais là, je suis un peu déçu de votre passage dans ce studio. Est-ce que Xavier Bertrand sera ministre ou pas, à votre avis? À mon avis personnel, mon pronostic, je ne pense pas, non. D'accord, parce que Marine Le Pen, c'est une ligne rouge. Marine Le Pen, François-Olivier Gisbert l'a très bien dit, dans la configuration actuelle qui n'a pas changé par rapport à Michel Barnier, c'est elle qui décidera si, in fine, oui ou non, il y aura censure. Et étant donné le passif entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand, ça paraît difficile, d'autant que à moins qu'il accepte un poste qui soit pas un poste important. Mais il demande à être garde des Sceaux, ce qui pose problème aux yeux du RN. Donc, Arthur Delaborde, vous ne savez pas si Xavier Bertrand sera ministre ou pas? Ah non, je ne sais pas.
fallait le faire dire. L'important, c'est de faire dire à mon interlocuteur, je ne sais pas, François-Olivier. Et quand mon interlocuteur dit je ne sais pas, la régie explose. Et je gagne quelque chose, je gagne un repas. Et vous allez peut-être me dire si Gabriel Attal sera ministre. Vous m'aviez fait le pari la dernière fois. Alors, Gabriel Attal, je pensais qu'il voudrait être ministre, mais ce qu'on me rapporte, c'est que si il s'assoit à la même table que le président de la République, il est possible que ça se passe mal. Et que le président de la République est remonté fortement contre Gabriel Attal. Pourquoi ? Parce justement, on revient sur ce papier du Monde, on soupçonne le clan Attal, donc les gens qui sont proches de lui, d'avoir fait fuiter des éléments ou de conversation ou de personnalité, vrais ou faux, qui sont précisément dans le papier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est écrit dans Le Monde par Ariane Chamin, Raphaël Baquer et Ivan Trippenbach. Que dites-vous ? Ils sont même cités nommément. Louis Jubelin est cité pour le conseiller presse de Gabriel Attal. Un conseiller. Bon, mais tout ça, c'est de la coulisse. Alors nous, on adore ça. Le public aime ça de temps en temps aussi, d'ailleurs, Franz. Il aime bien comme ça la coulisse. Mais évidemment, il y a des choses quand même plus graves que ces querelles de personnalités qui nous amusent. Au fond, et c'est aussi un des charmes de votre livre. Moi, je les ai tous lus, vos livres sous la Ve République. Ça se lit d'une traite, c'est merveilleusement écrit, c'est bourré d'anecdotes. Il y a des dialogues, forcément. Vous n'étiez pas présent toujours dans la pièce, donc ils sont forcément réécrits. Mais petite souris. Voilà, mais en tout cas, l'esprit est là. Bien sûr. Mais vous avez raison, de toute façon. Mais je répète, ça n'est toujours que l'écume des choses. C'est-à-dire, il y a quand même dans le pays, parce que c'est sûr qu'il y a un grand déni de réalité chez beaucoup de Français et dans une grande partie de la classe politique. Je suis d'accord là-dessus. Mais il y a des Français qui sont prêts à comprendre. Il y a des Français qui commencent à comprendre. Il y a une évolution des esprits. Et le rôle de la politique, c'est pas uniquement de suivre le peuple, comme le font trop nos dirigeants. C'est aussi d'aller en avant, de dire les choses, de préparer, parce que c'est clair qu'à un moment donné, on va être obligé de prendre des décisions. Et dans beaucoup de domaines, on a trop attendu. En fait, on voit bien le bilan des dernières années, c'est qu'il s'est pas passé grand-chose. Je suis d'accord avec vous. Alors que les difficultés ne cessent de s'amonceler devant nous. La pause, mais en même temps, comme le dit très justement Michel Audiard dans je crois que c'est dans Mort d'un pourri, depuis le dernier des Valois, ça va mal, cher François-Olivier. Oui, depuis le dernier des Valois. Bon, je vais vous remercier. Ça va pas s'arranger. Oui, ça va pas s'arranger. Je vais vous remercier. On remercie notre ami François-Olivier. Merci Pascal. Les 13, un petit mot sur les 13 desserts, qui est une coutume provençale. Oh, là, c'est trop dur, là. C'est trop dur. Faut les finir, on a du mal, quand même. Bon, d'accord. Ça va au début, mais c'est comme l'éternité, c'est long vers la fin, vous voyez. Bien sûr. Bon, merci, Franz, c'est toujours un bonheur. Et puis, passez un joyeux Noël, et puis merci. Joyeux Noël à vous.